Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Peut-on vraiment rêver d'une cohabitation entre les grands groupes et les startups? C'est l'épineux sujet du jour qu'on va aborder dans le Space Talk. Mais d'abord, je vous donne le programme de la journée et on commencera par votre call actu avec un appel au directeur général de la filiale France d'Astroscale, l'entreprise japonaise qui annonce son implantation future à Toulouse. On parlera aussi de l'Inde encore qui pose les premiers jalons de son programme de vol spatial habité avec un lancement réussi samedi dernier. Et puis de l'ESA, obligé une nouvelle fois de se tourner vers SpaceX, cette fois pour compléter son système de navigation Galileo. Alors en deuxième partie d'émission, je vous l'ai promis, on va parler des startups et des primes. Un choc générationnel des entreprises du spatial. Quelle cohabitation! Arnaud Guerrero et Christelle Astor-Lépine ont accepté de venir déminer le sujet avec nous. Ça, c'est pour le programme du jour. On commence avec l'actualité et l'Inde, comme presque toutes les semaines maintenant. L'Inde a lancé samedi une mission test en vue d'une future mission habitée. L'objectif, tester le système d'évacuation d'urgence du module d'équipage en haute altitude. Opération réussie puisque la capsule s'est séparée du propulseur et a effectué un amérissage en douceur, environ 10 minutes après le décollage. Dans le cadre de son programme habité, l'agence spatiale indienne effectuera une série de 20 tests majeurs, y compris le transport d'un robot dans l'espace, avant que la prochaine mission habitée n'ait lieu. C'est le tout premier programme de vol habité pour l'Inde et son coût est estimé à 1,08 milliard de dollars. Enfin, à l'occasion de ce lancement réussi, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé son intention d'envoyer un homme sur la Lune d'ici 2040. Les 4 prochains satellites Galileo voleront avec SpaceX en 2024. Cette décision discrètement annoncée par l'Agence spatiale européenne jeudi dernier lors d'une conférence de presse est révélée outre-Atlantique cette semaine par le Wall Street Journal. Mis en orbite à partir de 2011, le système Galileo comptabilise à ce jour 28 satellites en orbite, tous lancés par des fusées Ariane 5 et Soyouz. Privé aujourd'hui, vous le savez, de ces deux lanceurs. Bloqué par le retard d'Ariane 6, l'Europe n'a d'autre choix que de faire appel à SpaceX pour compléter sa constellation. Seul opérateur aujourd'hui capable de répondre à sa demande dans un délai aussi court. Reste que la Commission européenne doit donner son accord, car le système de positionnement Galileo embarque des équipements et des données hautement sensibles, ce qui implique évidemment des mesures très strictes de sécurité. Choisir donc un acteur américain et un site de lancement américain impose au préalable que les États membres de l'UE donnent leur feu vert à une révision exceptionnelle de ce règlement. Astroscale France choisit Toulouse pour implanter son centre de service en orbite, filiale française d'une société japonaise qui développe des satellites pour aller récupérer des débris spatiaux. Alors pourquoi la France et pourquoi Toulouse? On pose la question à Philippe Blatt, directeur général d'Astroscale France, qui a répondu à notre call actu. Bonjour Philippe Blatt, bienvenue dans Smart Space. Merci à vous. Et oui, effectivement, on s'installe à Toulouse, tout d'abord parce que Toulouse, c'est l'espace pour la France. C'est un écosystème de sociétés extrêmement innovantes. C'est le client, le CNES. C'est un pool de talents exceptionnel. Et c'est aussi une qualité de vie qui est chère à la société Astroscale, qui a toujours privilégié l'environnement, la durabilité de l'environnement et la protection de l'environnement. En développant des solutions effectivement de services en orbite pour retirer des satellites. Alors pourquoi la France, pourquoi Toulouse? On procède, vous savez, c'est un domaine en limite de faisabilité technique, donc on procède par des missions satellites par étapes, on valide des concepts, c'est pour l'instant des démonstrateurs. Et le CNES a décidé de rentrer dans ce jeu-là, de lancer ses propres missions de démonstration. Et donc, dans notre historique qui a été de progresser vers des solutions de plus en plus innovantes, de plus en plus abordables financièrement pour un marché commercial viable, nous avons la possibilité de lancer des missions de démonstration grâce à l'initiative du CNES et de France 2030. Alors, précisément, vous pouvez donner peut-être un peu plus d'informations sur ce partenariat, cette forme de partenariat, si je comprends bien, avec le CNES? Alors effectivement, c'est une forme de partenariat. Nous faisons avec le CNES depuis juillet de cette année une étude de faisabilité pour identifier des débris
qui sont des débris en orbite, qui proviennent de satellites institutionnels français lancés il y a bien longtemps, plus de 25 ans, des étages supérieurs de lanceurs Ariane également, pour identifier quels seraient les plus propices, les meilleurs candidats pour être retirés de l'orbite. Comprenez qu'ils ne sont pas immobiles, c'est pas une voiture sur le bord de la route qu'on va évacuer, c'est un objet qui est dans l'espace, complètement avec une vitesse extrêmement élevée, qui tourne sur plusieurs axes, et donc pour pouvoir le retirer, il faut d'abord l'étudier, savoir exactement quel est son mouvement, pour plus tard prévoir une mission qui viendra l'enlever. Donc on est dans cette étude et cette phase amont de faisabilité et d'identification des meilleures cibles. Est-ce que ça veut dire aussi que vous allez essayer de vous implanter sur le marché européen, français et européen, en matière de débris ? Alors nous allons, vous savez, tout dépend de la réglementation et nous travaillons sur la réglementation qui est une réglementation, la France en a une, la loi sur les opérations spatiales qui est peut-être la plus évoluée du monde. Nous implanter d'abord, nous essayons de trouver des solutions viables pour un service en orbite commercial. Et après, nous offrirons ce service effectivement pour des opérateurs européens, pour des institutionnels européens, une fois que les solutions en orbite auraient été complètement validées. Merci beaucoup Philippe Blatt, directeur général de la filiale France d'Astroscale qui va bientôt s'installer à Toulouse, d'avoir répondu à notre call actu. On enchaîne quant à nous avec le talk sur Bismart. C'est l'heure du Space Talk. L'Europe serait-elle le berceau d'un choc générationnel où Prime, c'est-à-dire les acteurs historiques, et start-up peinent à cohabiter, alors même que les challenges, pour ne pas dire les échecs, s'accumulent? Faut-il les opposer, ces générations de bâtisseurs du spatial? Alors, je ne vous promets pas aujourd'hui d'obtenir toutes les réponses, mais on va se poser en tout cas les bonnes questions avec nos invités en plateau. À ma droite, Christelle Astorg-Lépine, directrice générale de Starburst France. Bonjour Christelle. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. À ma gauche, Arnaud Guerrero, en charge de la direction du développement d'affaires EMEA, aérospatiale et New Space chez Omega Systems. Bonjour. Bonjour Sylvia. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors Arnaud Guerrero, je me tourne vers vous en premier. Pourquoi ? Parce que vous avez publié dans le journal Le Monde une critique, une tribune, on pourrait appeler ça comme ça, plutôt acerbe sur l'Europe spatiale en réalité. Alors je vous pose la question en premier. Est-ce que les primes ont failli à l'Europe spatiale ? Il faut regarder le résultat aujourd'hui. Nous n'avons pas de souveraineté spatiale. On est en train de discuter d'envoyer des satellites qui ont une teneur souveraine assez importante avec SpaceX, entre autres. Donc bon, je pense qu'effectivement, va falloir vraiment faire un aggiornamento. Oui, c'était le nom de votre tribune. Et commencer à se demander comment on peut relancer la machine, retravailler ensemble, puisque, comme vous l'avez dit, il y a une certaine confrontation aujourd'hui dans les faits, même si les discours sont plutôt positifs, mais dans les faits, il y a toujours une confrontation et on pourra développer ensemble sur la raison. Oui. Et cette question de souveraineté, on en parlait en actualité, l'Agence spatiale européenne est obligée de se tourner pour Galileo vers SpaceX. Elle l'avait déjà fait pour des missions scientifiques, Hera et Euclide. Aujourd'hui, c'est quand même une autre question. Ça relève aussi de la sécurité, puisque c'est des données qu'on va laisser transiter sur le territoire américain, avec tout ce que ça peut impliquer. Christelle Astorg-Lépine, alors voilà, on n'est peut-être pas obligé de faire ce bilan des primes, mais puisqu'on va parler de cohabitation avec les premiers et les nouveaux arrivants, est-ce qu'il y a un bilan à faire? Est-ce qu'il est négatif? Je pense que cette histoire-là a commencé il y a 20 ans. Et en fait, il y a 20 ans, comme par hasard, c'était les grands choix structuraux des champions français, européens. C'est ce qu'on a fait en France, bien évidemment, sur la continuité d'Ariane 5. Et puis, on a vu apparaître ces fameuses startups de l'époque, il y a 20 ans, parce que mine de rien, c'est pas nouveau, côté États-Unis, que ce soit SpaceX, que ce soit Virgin, que ce soit Blue Origin, en fait. Ils ont tous commencé plus ou moins en même temps. Et d'ailleurs, ils s'y sont pris différemment, et on pourrait y revenir avec des méthodes différentes. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une méthode qui a marché. Avec un soutien différent aussi. Alors avec un soutien, mais qui était lié à la réussite, à la performance. Enfin, encore une fois, quand on fait le bilan,
je veux dire, l'argent a été donné à un moment donné, mais c'était quand même contre, après des réussites. Enfin, je veux dire, typiquement, Elon Musk n'a eu un soutien financier qu'au bout de la 4e fusée. Il en avait scratché 3 avant. Bon. Mais il a eu un soutien technologique à l'époque. Oui, c'est vrai. Il a récupéré... notamment sur la question des moteurs réutilisables. Ça a été, NASA a joué le jeu de dire je vous donne à vous peut-être les moyens de développer une nouvelle technologie disruptive. Est-ce que alors vous l'avez dit, en fait, ça date. C'est-à-dire que j'allais dire, est-ce que c'est le New Space le point faible peut-être des primes aujourd'hui, ou le talon d'Achille qui expliquerait qu'on ait perdu tous ces moyens de souveraineté mais en fait, pour effectivement finir juste le propos par rapport à il y a 20 ans, moi la grande différence que je vois par rapport à aujourd'hui, c'est la concurrence. Je pense qu'on a manqué de saine concurrence. Voilà, très clairement. Mine de rien, effectivement, il faut peut-être avoir des moyens pour s'autoriser la mise en concurrence comme ça de plusieurs personnes en parallèle, ou alors laisser faire. Mais effectivement, sans concurrence, malgré tout, l'état d'esprit n'est pas le même. On n'a pas la même envie de gagner, la même envie. On se repose un peu sur nos lauriers, quoi. Oui, puisque on a une poule aux œufs d'or, mine de rien, qui est l'État, et puis ça tombe sans forcément être lié à des résultats et à des performances. C'est vrai que c'est une analyse intéressante, parce que quand on regarde il y a 20 ans, vous citez SpaceX, il y a 20 ans SpaceX c'était une start-up, et aujourd'hui c'est peut-être le prime américain. Bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Et donc en fait on voit que cette confrontation, cette cohabitation dont on parle aujourd'hui, elle a eu lieu aux États-Unis avec succès, avec une vraie compétition saine. Il y a un historique qu'il ne faut pas oublier, par exemple qu'aujourd'hui Boeing est en difficulté dans le spatial avec le Starliner. Il n'y arrive pas à développer cette capsule. Ils sont portés à bout de bras par la NASA, alors que SpaceX a fait son coup de Dragon en 10 ans aussi. Donc l'idée, c'est que Elon Musk a créé aussi une disruption, pour utiliser un terme anglo-saxon, aux États-Unis. ULA, ils sont toujours en attente du moteur BE4 de chez Amazon, de Blue Origin, pardon. Donc non, je pense que... Et pourtant, on voit des acteurs comme Lockheed Martin, par exemple, survivre dans cet écosystème et trouver leur place dans des grands programmes comme Artemis. Oui, équipementier. Alors que c'est vrai que Elon Musk est arrivé avec une vision de verticalisation industrielle, plus la vision vers Mars, etc., qui était porteur. Et puis il ne faut pas oublier non plus que Elon Musk, c'est Tesla, c'est PayPal, etc. Donc il a bénéficié aussi d'une aura d'entrepreneur à succès dans le cadre américain qui est celui des États-Unis. Donc non, je pense que, et je voulais rajouter aussi par rapport à ça, il ne faut pas oublier non plus que les Américains ont perdu leur souveraineté pendant 10 ans aussi. 10 ans. Ils ont envoyé leurs cosmonautes, leurs astronautes depuis Baïkonour sur une Soyouz. Donc je pense qu'on en est là en fait aujourd'hui. Ce qui se passe aux États-Unis, ça arrive 10 ans. C'est vrai, c'est le 2011 pour les États-Unis où la dernière navette spatiale américaine décolle. Aujourd'hui, c'est un peu notre cas quand on a, il y a quelques semaines, vu décoller Ariane 5 pour la dernière fois, quelques mois. C'est clairement notre cas. Enfin, je veux dire, on espère que Ariane 6 va avoir le jour l'année prochaine. Voilà, on en est un peu là. Donc oui, c'est bien évidemment, on est dans un trou. Aujourd'hui, on n'a plus de lanceurs souverains. On a un Vega qui est en difficulté technique également. Plus de Soyuz. Alors bon, on joue de malchance, mais exactement comme l'ont joué les Américains, effectivement, à l'époque. Et je pense qu'on a vraiment mis tous les œufs dans le même panier. Donc, il y a les corporates, il y a aussi tout l'écosystème. C'était un choix souverain, un choix stratégique de dire, allez, on va effectivement soutenir un prime unique. Voilà, c'était un choix. Moi, je me rappelle très bien à l'époque, je travaillais au CNES, plutôt sur les micro-lanceurs réutilisables. Je vous parle de ça, c'était en 2005, 2005-2008. C'était un choix stratégique, pas que du CNES, vraiment de l'Europe, de dire on arrête tout ce qui est concurrentiel par rapport à un acteur souverain. Ce qui, moi, m'a fait bondir à l'époque, me fait encore bondir en vrai. Mais je veux dire, bon, peut-être ça aurait pu mieux se passer. Mais en tous les cas, le résultat, effectivement... il est là. Donc là, encore une fois, il y a des choses qu'on va pouvoir faire. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, par contre, que ce soit au niveau des instances de l'Agence spatiale européenne, du CNES, pour agir différemment. Mais ça va reprendre du temps. Donc nos 10 ans, je pense qu'on est reparti pour, créer peut-être très certainement cette saine concurrence. Du temps qu'on n'a pas beaucoup.
Du temps, on n'en a pas beaucoup. C'est là que on voit vraiment, c'est là qu'on a un grand espoir dans nos startups. Aujourd'hui, elles vont vite. On leur donne les moyens d'aller vite. La seule difficulté qu'elles ont aujourd'hui, ça c'est un enjeu pour le coup souverain majeur. On sait très bien que aujourd'hui on marche à 3 pattes. Il y a les entrepreneurs, l'argent public, l'argent privé. Je pense que côté argent public, il commence vraiment à y avoir une prise de conscience. Bon, avec, on va dire, les problématiques administratives, mais franchement, il y a une vraie volonté. Côté privé, il y a aussi une volonté, mais il manque des fonds. Il manque des gros fonds pour pouvoir permettre à ces entreprises très vite de lever de manière, alors quand je parle de lever, c'est de 100 millions, 200 millions, de manière à rester justement souveraine pour être présente. Et parce que même en Europe, on a les Allemands qui arrivent à trouver de l'argent privé, de temps en temps américain, il ne faut pas se le mentir, et puis l'Angleterre également. Donc nous, on manque un peu de cette grosse patte privée. Est-ce que les startups peuvent ou doivent réussir sans cette collaboration dont on parle beaucoup avec les acteurs existants ? Je pense qu'aujourd'hui, on doit re-rentrer dans un jeu collectif. Aujourd'hui, les grands groupes font, même on en parlait tout à l'heure, essaient de mettre en place leur propre incubateur, au détriment peut-être d'ailleurs de structures qui sont vraiment spécialisées là-dessus. On peut pas. Pour moi, c'est pas viable parce qu'en fait, on ne peut pas dupliquer un mode de fonctionnement. J'allais dire du bureaucratique, mais de grands groupes à des startups. On n'est pas câblé pareil. C'est ce qui inquiète avec MayaSpace, si je peux me permettre de le préciser, la filiale d'Ariane Group. Je pense qu'il y a des intelligences partout, et MayaSpace, on croise les doigts pour qu'ils réussissent aussi, parce que ça fera Flores, si je puis dire. L'important, par contre, c'est, comme disait Christelle, c'est de pouvoir aller vite, de pouvoir tester les moteurs rapidement, et aujourd'hui c'est ce qui manque. Alors effectivement, MayaSpace bénéficie comme des moyens d'Ariane, il ne faut pas le négliger, mais après dans le mode de fonctionnement, en fait l'idée que je voulais faire passer, c'est que les grands groupes n'ayez pas peur, si je puis dire, d'être ubérisés par des nouveaux entrants. Les nouveaux entrants ont besoin des grands groupes aussi pour avoir des soutiens techniques, des soutiens institutionnels, parce que souvent on a une population d'ingénieurs, d'inventeurs géniaux, mais qui néglige beaucoup l'aspect institution, politique, relations, etc. Alors qu'une entreprise, et surtout dans le spatial, c'est hautement politique. C'est là qu'on peut parler de choc générationnel. C'est qu'il y a aussi une culture d'entreprise, une culture du spatial qui a été complètement bouleversée. On a l'impression que l'entente aussi, ou la mésentente peut venir de cette différence. Oui, c'est vrai que même moi aujourd'hui, je travaille dans une société dans l'aérospatiale, j'ai la chance de discuter de travailler avec des grands groupes et des startups. Et d'ailleurs, il y a certaines startups européennes qui vont aux États-Unis chercher des solutions, et ça me revient chez moi parce qu'en fait elles veulent trouver des solutions européennes. Et c'est très intéressant ce mouvement d'ailleurs, parce que ça veut dire que même la filière industrielle, quand je discute avec des gens du CNES en charge de ces questions, on a des fiches pour telle société fait tel travail sur la filière, mais il n'y a pas d'identification forte en fait. Et je pense qu'il y a tout un travail aussi de filière spatiale, dédiée au spatial, qui serait important de mettre en place. J'ai discuté avec un monsieur qui est un ex-pilote de chasse qui a eu m'a-t-il dit, la chance de piloter assez haut pour voir la rotondité de la Terre, qui rêvait d'être astronaute, qui m'a dit vouloir mettre en place une école du spatial. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on est très fort dans l'aérospatial, mais le spatial, c'est pas de l'aéronautique. Il y a une partie aéronautique, bien entendu, l'atmosphère, mais les matériaux, l'environnement, c'est pas la même chose. Donc je pense que ça pourrait être une piste aussi. Et puis par rapport au prime versus start-up, je pense qu'encore une fois, on était porté par l'esprit rugby récemment, je pense qu'il faut... tout le monde a son utilité. L'arrière-garde comme ceux qui sont en avant, et il faut arriver à mettre en place, à faire jouer toutes les énergies positives. Est-ce que c'est pas là, peut-être que cette métaphore dit tout, est-ce qu'il y a peut-être un refus des acteurs historiques d'être de l'arrière-garde, alors qu'ils auraient peut-être ce rôle assez facilement de soutien et de structure? Il y a deux choses, d'être considéré effectivement comme le fameux old space, donc ça ne fait pas plaisir, ça c'est sûr, et puis la concurrence, mine de rien, comme on le voit, à un moment donné, peut-être que, mine de rien, la petite start-up va devenir le prime et donc mon futur concurrent. Donc, on comprend cette posture. Ce que nous, on essaye de faire aujourd'hui chez Starburst, en l'occurrence, puisqu'on accompagne
en même temps les grands groupes en stratégie et les startups en croissance, c'est de faire en sorte qu'ils se complètent au niveau des briques. C'est-à-dire que nous, globalement, ce qu'on veut encore une fois, c'est la souveraineté plutôt nationale. Oui. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des briques qui manquent à droite et à gauche et oui, qui pourrait faire que tout ça aille beaucoup plus vite, de manière à être rapidement opérationnel. Donc, dès qu'on peut, et quelques grands groupes l'ont compris quand même, plutôt que de faire chez soi et que ça prenne plus de temps, mais c'est sûr, on se fait un peu plaisir quand on fait chez soi, ça c'est clair, c'est sympa. Malheureusement, ou pas, il y en a d'autres qui sont déjà en train de le faire, ça marche, c'est rapide. Alors, c'est peut-être pas tout à fait avec les mêmes normes, parce que là aussi, en termes de culture grand groupe et culture start-up, il y en a une qui va plutôt pousser la sécurité, la qualité, la longueur de développement pour être sûr que tout va bien. Parce qu'elle a les reins solides pour le faire aussi. Hein. Exactement. C'est-à-dire que oui, on peut se permettre de viser le fameux 100% de qualité parce que voilà, c'est pas grave, le temps de production n'est pas un problème, effectivement. Tandis que la start-up va plutôt viser le 80% pour très vite pouvoir finalement à terme, pas tout de suite, avoir un produit de qualité comme on le voit aujourd'hui finalement. Je rebondis sur ce qui s'est passé là récemment. Vous en aviez parlé dans une émission précédente. Il y a nos amis espagnols, la PLD Space, qui ont réussi à lancer, mais c'est, si je ne m'abuse, 12 ans. C'est après 12 ans d'existence, je crois, PLD. Par contre, on a les Coréens d'InnoSpace qui, en 4 ans, ont développé un moteur hybride, où on entend que l'hybride, c'est pas nécessairement une technologie prometteuse. On est plutôt sur une stratégie aujourd'hui biliquide au CNES avec la méthanisation et l'OX. Alors la question, c'est est-ce qu'on n'est pas dans du muskien ou est-ce qu'on est vraiment dans une stratégie industrielle ? Aujourd'hui, je pense que en fait, il y a un sujet d'objectif. L'économie future, c'est l'orbite. Du Léo jusqu'au Géo, et c'est aussi l'économie, la chaîne jusqu'à la Lune, donc l'établissement aussi sur la Lune. Et je pense qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Aller sur Mars, c'est bien. Aujourd'hui, techniquement, on sait le faire. La seule problématique, c'est l'homme, en fait. C'est l'homme et la femme, d'ailleurs. Donc, c'est le corps humain. La question du vol habité, alors qu'on la met au cœur du sujet, elle serait peut-être pas... Alors, pas pour Mars. On va avoir besoin d'avoir un établissement. En fait, il faut viser le vol habité. Alors, vous faites bien de transition, très bien. On doit se donner des ambitions. Là, aujourd'hui, je crois qu'il y a un prochain conseil des ministres pour ce sujet-là. Il faut se donner une ambition. En fait, si on n'a pas de politique de grandeur, on restera des équipementiers des États-Unis, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On a pourtant des chefs de file de classe mondiale. Thales, c'est un grand. Thales Alenia Space. Ariane aussi. Ariane sur la partie lanceur. Non, mais pour avoir sur la partie vie en orbite, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas cette ambition-là. Là, aujourd'hui, il y a Thomas Pesquet qui est en Inde, qui est en train de conseiller nos amis indiens sur le vol habité, sur le programme Gaganyaan. Donc, il faut y aller. Je ne comprends même pas pourquoi c'est une question, en fait. Heureusement qu'on a... Et c'est une question de moyens, en fait. C'est toujours la même chose. C'est une question de choix de moyens. C'est comme d'habitude. C'est-à-dire que les moyens, je pense qu'on en a en Europe. Mais voilà, combien nous coûte, quelque part, Ariane 6 aujourd'hui? Combien va nous couper Ariane 6 dans les prochaines années? Il y a eu quelques articles qui ont été effectivement dévoilés un peu sur le sujet. Peut-être demande de rabais qui n'a pas été confirmée. Il faut peut-être creuser tout ça, on ne sait pas exactement, mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'effectivement, le lanceur qu'on a aujourd'hui, il va nous coûter cher, en fait. Et du coup, c'est un choix, c'est-à-dire soit on continue de soutenir, et c'est important, encore une fois, la souveraineté, elle est majeure, soit potentiellement, on essaye de faire des choses qui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Arnaud, nous permettraient d'être un acteur sur d'autres domaines, d'autres verticales qui sont majeures pour l'Europe. Vous avez parlé des constellations, c'est un vrai sujet. Et là encore, c'était assez démonstratif de ce gap générationnel. C'est-à-dire que quand Thierry Breton annonce ce projet de constellation Iris 2, alors moi je dis Iris 2, peut-être que d'autres disent Iris au carré, moi je dis Iris 2 ici. Quand il annonce ce projet, il se dirige tout de suite, en ouvrant l'appel d'offres, vers les acteurs qu'on pourrait appeler les primes. Et il a fallu qu'il y ait réclamation de la part des acteurs arrivant, une lettre ouverte de start-up et PME d'ailleurs. C'était plutôt par l'Allemagne d'ailleurs. Effectivement, donc ça dit le aussi président des PME beaucoup, spatiales, c'est quelqu'un de très actif. En Allemagne, effectivement. Ça dit tout, c'est-à-dire que ça, c'était il y a 2 ans, 3 ans. Alors, finalement, il y a eu une ouverture d'appel d'offres aussi. Il y a eu du rattrapage, en fait. C'est ça. Est-ce que le mal a été déjà fait? Est-ce que depuis, ça n'a fait pas partie des décisions qui
Alors, Voilà, je suis allé au sommet de Munich du New Space, parce qu'ils ont aussi une sorte d'assise du New Space. En fait, j'ai rencontré Monsieur Pfeiffer, qui est PDG d'une société, d'une PME, et qui est le chef de file des PME allemandes. Ça, c'est deux choses, après, pour répondre à votre question. Primo, c'est effectivement les primes. C'est aujourd'hui, les grands groupes savent très bien faire du lobby à Bruxelles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire du lobby tous ensemble. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, les startups ou même les PME, je travaille pour une PME, on a encore du mal. Il y a des clusters, il y a des organisations, etc. Mais c'est une dimension qui nous échappe complètement. J'ai travaillé dans des grands groupes où vous avez une armada de juristes et qui font l'aller-retour entre Paris et Bruxelles pour glisser le papier à signer M. Breton et d'autres commissaires d'ailleurs. Sur place, en fait. Ouais. Sur place. Il nous manque des lobbyistes alors de cette partie-là. Il faudrait que ce soit armes égales, quoi. Alors, je pense que, du coup, je pense que c'est Jean-Pierre Billotte qui fait un excellent travail avec aux assises, avec Stanislas voilà, Maximin. Je pense que c'est incroyable ce qu'ils font tous les deux. Je pense que Stanislas, en portant son projet effectivement de micro-lanceur, Latitude, pour souverain, encore une fois, pour à terme, parce que bien évidemment c'est le début de l'histoire, le micro-lanceur. À un moment donné, on va vers le gros lanceur, et puis de toute façon on a la famille, donc tout ça prend du temps, et je pense qu'il l'a très bien compris. On y va quand même par étapes, et ce qui fait en essayant de fédérer justement tout l'écosystème New Space, moi je trouve que c'est en fait c'est indispensable finalement, parce que oui, ce lobby, il est vraiment très très lourd, que ce soit au niveau de l'Europe ou que ce soit de toute façon au niveau national, donc il faut agir. Est-ce qu'il n'est pas favorisé, ce sera peut-être le dernier sujet, mais on a un peu de temps pour le décortiquer, par ce qu'on appelle aujourd'hui la règle du retour de budget? Oui. Et est-ce que ça, c'est pas la dernière étape donc ça, c'est une règle rééquilibrer cette cohabitation de l'Agence spatiale européenne qui effectivement est difficile, difficile depuis le début. Alors après, il ne faut pas se cacher derrière ça. Enfin, à un moment donné, c'était la grande excuse. Ah, c'est à cause du retour géographique, ça marche pas. Ariane 5, bon, mine de rien, a quand même donné satisfaction pendant plus de 20 ans avec cette fameuse loi du retour géographique. Donc, on y arrive quand on y met les moyens. Il est vrai que je pense que si on arrive à des absurdités, comme c'est le cas aujourd'hui, avec des programmes, il y a je ne sais pas combien de programmes au niveau de l'Agence spatiale européenne, une centaine de lignes, et qu'on doit les vérifier, effectivement, chaque répartition de tout ce qu'a mis chaque pays dans chaque sujet, là, on touche le fond. Parce que ce serait anti-compétitif. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des projets sur lesquels, par exemple, je dis n'importe quoi, la France n'aura pas participé, donc du coup, on ne pourra pas faire travailler un acteur français qui serait très bien positionné, alors que sur un autre projet, la France aura mis, parce qu'elle savait qu'elle avait l'industriel, et que finalement, on aurait pu choisir aussi quelqu'un d'autre. C'est là où le lobby peut avoir aussi tout son sens. Oui, mais la solution ne me semble pas si compliquée, en fait. C'est-à-dire que si ce retour géographique était déjà globalisé au niveau de l'Agence spatiale européenne, déjà, on vivrait mieux, parce qu'on aurait finalement une poche de retour géographique dans lequel on pourrait jouer sur les différents programmes. Ce qui, aujourd'hui, vu l'organisation de l'Agence spatiale européenne, où chaque directeur gère son budget séparément, c'est compliqué. J'allais dire l'illustration The Exploration Company, qui est en train d'ouvrir sollicité par Axiom, et qui est en train d'ouvrir son bureau à Turin, elle a des bureaux à Bordeaux, une présence à Munich. Je pense que c'est une solution d'aller chercher le meilleur de ce qu'on sait faire en Europe. Maintenant, il faut que ça soit fait intelligemment, effectivement, et j'allais finir par ça, c'est qu'il ne faut pas oublier que les succès européens sont avant tout parce qu'il y avait un pays qui avait pris la main sur le projet. Et je pense notamment, quand on dit Airbus, Ariane, c'est parce que la France s'était posée en chef de file et qu'elle s'était organisée avec ses partenaires. Donc, en fait, je pense et ça c'est un appel plutôt national au pouvoir français, c'est que je pense qu'il faut ravoir une politique de grandeur et une politique de puissance. Et il ne faut pas avoir peur de cette politique de puissance. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est un vrai problème. On est trop en suiveur. Merci à tous les deux d'avoir pris à bras-le-corps cet épineux sujet de la cohabitation entre les primes et les startups. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.